Avant la chute, l'humanité s'étendait aux 4 coins du monde. Nos ancêtres bâtirent de grandes cités et partirent à la conquête de terres nouvelles. Le progrès devint le moteur du changement. Dans les flammes de la chute et des guerres kaiju, beaucoup de choses furent perdues. La mort de l'ancien monde conditionna l'émergence du nouveau. La thaumaturgie est une réalité. Les paramenaces également. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Nous vivons à une époque de fer et de vapeur, une époque de lames et de langues acérées, où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. En l'empire de Francie, les hommes et les femmes de la Légion étrange luttent chaque jour pour préserver leurs concitoyens des dangers de la normalité. Voici une de leurs histoires. Épisode 7. Il était une fois dans l'ouest de la Champagne. Aurore se mordilla un ongle en observant les environs. Saint-André-les-Vergers était constitué d'une dizaine de maisons, disposées en arc de cercle autour d'un affluent de la Seine. Maison était un terme bien généreux pour la plupart d'entre elles, à peine des cabanes bâties sur un lit de boue. Il ne restait plus grand-chose debout après le passage de l'anomalie d'aspect qui avait frappé la région comme un ouragan. Comment une terre aussi nulle peut donner une boisson aussi bonne ? Parfois, je me demande vraiment comment la nature est foutue. Elle remonta sa pelisse en vison autour de son cou. N'est-ce pas ? Par exemple, pourquoi la nature a-t-elle doté certaines espèces de multiples paires d'yeux ? 2 devraient suffire. Étienne réprima difficilement un petit sourire moqueur. Ça faisait du bien de reprendre le boulot. Sa permission n'avait pas été aussi désastreuse que ce qu'il avait pu imaginer. Il raccrochait les bouts avec sa femme. Il sortait au musée, lisait des livres, apprenait les échecs. Mais quand même, c'était bigrement moins bien qu'être sur le terrain. Il avisera les maisons d'une moue perplexe. Le rapport qu'il avait lu était éloquent. Des guerriers à cheval venus d'une autre époque avaient foutu un sacré bazar dans le coin. C'est encore une anomalie narrative, ça ? Parce que si c'est pas le cas, la seule explication que j'ai, c'est une faille spatio-temporelle. Et ça, c'est terrifiant. La zone de prédation de ce groupe est trop étendue pour un Cervantes ou pour un Davidson. Je penche plutôt pour une superposition tangentielle. Quand un millefeuille de plusieurs époques passées fusionne et se chevauche. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Elle s'approcha d'un arbre, y retirant une flèche plantée à mi-hauteur du tronc. J'espère juste qu'on n'aura pas à se farcir des Achéens en route pour la guerre de Troie. Étienne ne s'étonna même plus de n'avoir rien compris. Un millefeuille de plusieurs époques passées qui fusionnent. Je ferai attention la prochaine fois que j'irai à la boulangerie. Ces types viennent vraiment d'une autre époque ? Ils doivent pas du tout parler la même langue que nous, et ce genre de gaillard a pas l'air d'être vraiment l'espèce à parlementer pacifiquement. De plus, ils doivent être complètement inadaptés à notre environnement, et pas que sur le plan mental. Leur organisme ne connaît ni notre nourriture manufacturée, ni nos maladies. Ils doivent nager dans un nid à microbes à ciel ouvert avec un système immunitaire non préparé, un peu comme s'ils découvraient un nouveau continent, tu vois le genre ? Aurore prendra le temps de réfléchir avant de répondre, un brin taquine. Je ne pense pas que ces dégénérés soient des Mongols ou des Sarmates, mais peut-être simplement des Huns du Grand Khanat de Champagne. Le genre à mettre du maroilles dans un Welsh. Ça veut dire que ce sont des Franciens habillés de façon un peu exotique, un peu comme des zouaves. À l'époque, l'appropriation culturelle avait le vent en poupe. Oh, donc ces types doivent avoir quoi, un siècle ? Un peu moins ? Qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas les laisser là, non ? Si on ne les renvoie pas, il va y avoir un paradoxe temporel qui va genre, je sais pas, détruire le monde. Remarque, j'imagine que si c'était le cas, ça se serait déjà produit, non ? Tout l'intérêt des paradoxes temporels. Un peu moins. Et non, on ne peut pas les laisser là. Mais ça ne risque pas grand-chose concrètement. Le contre-coup fait bien les choses, normalement. Il y a toujours un risque, bien entendu. La paranthrope se mit à renifler dans l'air froid ambiant. Un thaumaturge est déjà passé par là. On va peut-être pouvoir interagir avec eux sans trop de violence. Selon l'ordre de la mission, notre première priorité doit être de sortir leurs prisonniers de là, ensuite de se charger de ces types. Disons que si on peut éviter de les descendre, j'imagine que ça serait mieux. Mais si on n'a vraiment pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. T'as une idée pour interagir avec eux ? On pourrait peut-être leur proposer de racheter leurs prisonniers, et ensuite... moi je sais pas, on en fait quoi ? On parle à leur chef, j'imagine. Je ne vois que 3 solutions. Soit on les démonte comme une tente de camping, soit ils finissent internés quelque part par la Légion étrange, soit on trouve le moyen de les renvoyer à leur époque. Elle mit les mains dans les poches de son manteau. Mais d'abord, les prisonniers.
Étienne grimacera en repensant à ce pauvre vieux Eudes dans son asile, enfermé dans la même chambre depuis plus de 40 ans. Ce serait peut-être plus humain de les buter que les interner, hein. On sait combien ils sont? Les prisonniers, je veux dire. Et les 1 d'ailleurs. Enfin, les faux 1. Selon les éclaireurs, il y a 18 prisonniers. Et environ 201, en comptant les femmes et les enfants. On peut peut-être tenter de s'infiltrer et de les faire sortir discrètement de nuit. Ces faux 1 ne doivent pas avoir un équipement très sophistiqué. Des tenues de camouflage avancées devraient suffire à passer. Ensuite, avec une bonne diversion, on pourrait évacuer les otages et enfin se pencher sur le problème numéro 1. Les 1. Enfin... Faudrait qu'on en arrive à en localiser où ils se trouvent. Cela dit, tenter ça à l'aveugle me paraît trop risqué. Aurore regarda Étienne en inclinant la tête sur le côté. Un problème après l'autre, hein. Elle se rapprocha de la vapomobile confiée par la Légion étrange et fouilla dans le coffre d'un air satisfait. Sainte mère de Sarne! On a de quoi envahir le protectorat de Carthage avec tout ce matériel. Je t'en prie, serre-toi. Je vais me changer à l'avant. Ok, bon, je propose de faire une trêve avec les jeux de mots pourris pour commencer. Parce que je sens qu'on n'en a pas fini sinon. Déjà, j'arrive même pas à savoir s'ils sont 201 ou 201, enfin, t'as compris. Étienne récupéra une combinaison furtive et des jumelles, ainsi qu'un chapelet de munitions en tout genre. Il se servira des binoculaires pour observer le campement. Mieux valait reconnaître les lieux avant de se lancer dans des plans alambiqués à la Aurore. La paranthrope grommellera de son côté en se plaignant du climat pourri de la région, enfilant un gilet balistique, passant son pistolet dans son holster avant de charger un fusil d'assaut de dernière génération spécialement bricolé par ses soins qu'elle tendra à Étienne. Une demi-heure plus tard, les 2 agents de la Légion étrange étaient allongés dans les hautes herbes d'un sous-bois. Aurore commentera d'un murmure. Ils ont dispersé les prisonniers, fallait s'y attendre. Les femmes et les enfants d'un côté, le reste de l'autre. Classique. Mais elles ne sont pas si éloignées que ça, et ce ne sont que des cages en bois, ça ne devrait pas être compliqué à scier. Par contre, c'est bien gardé. Les éliminer ne sera pas forcément un problème, mais ils risquent de donner l'alerte. Étienne, son œil militaire aguerri, notera cependant autre chose. Le camp était sur le départ. La plupart des yourtes avaient été démontés et chargés sur des chariots. Les hommes étaient regroupés près des feux. Les armes non loin. On se partageait de la viande et de l'alcool. Le vétéran avait fait suffisamment de bivouac au cours de sa carrière pour reconnaître une fin de manip dans le jargon. Le moment où la discipline se relâchait et que tout le monde avait hâte de rentrer à la maison une fois le devoir ou la corvée accomplie. Ouais, rentrer devrait être au facile, ressortir un peu moins. Dis-moi, tu sais toujours changer d'apparence, non? Parce que, en juger par leur accoutrement, les chefs semblent porter des moustaches Fu Manchu, et plus des breloques autour du cou que les autres. Certains portent encore des galons franciens d'avant la chute, grossièrement épinglés sur leur cafetan. Aurore se tourna lentement vers Étienne. Je peux le faire ponctuellement, pourquoi? Tu as quelque chose en tête? Je te préviens, je sais pas faire les accents racistes. Si tu prenais l'apparence d'un de ces types aux moustaches énormes là, qui a l'air d'être un chef, ça pourrait permettre d'occuper tout le camp quelque temps, le temps de proposer une tournée générale, de faire un discours par exemple. Faudrait qu'on réussisse à se débarrasser de l'un d'eux, cela dit. Mais tu peux suggérer mentalement à quelqu'un de s'isoler, non? Suggérer mentalement à l'un d'eux de s'isoler? Étienne, tu veux vraiment que j'utilise ce genre de pouvoir? Elle se frotta les mains pour les réchauffer, visiblement mal à l'aise. J'ai pas fait ça depuis longtemps, tu sais. Il faut que je me rapproche de lui, que je noue un contact. Rentrer dans la tête de quelqu'un, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Je sais pas, tu avais proposé de le faire quand on était dans cet asile, mais bon. Si c'est chiant, on trouvera autre chose. Oui, c'est une chose dans un environnement que je contrôle et face à un petit vieux qui a pu toute sa tête. Mais là, comme ça, à froid, sans échauffement ni préliminaire... Il se gratta le menton, perplexe. Je suis vraiment naze en histoire. Les uns, ça croyait en quoi, ça? Ils sont superstitieux, non? Peut-être que si tu prends l'apparence d'un truc de leur mythologie, ça peut aussi les faire décamper, hein? Elle réfléchit un moment. Des croyances en Tengri, le grand ciel bleu. Ou alors ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, je sais plus. Superstitieux, oui, mais ceux-là sont des Franciens qui se prennent pour des Huns parce qu'ils se cherchaient un style à l'époque. C'est comme de nos jours, ces jeunes qui portent des marteaux de Thor et se rasent la moitié du crâne pour ressembler à des Calmariens. Faire tomber la foudre, je sais pas faire. Je peux toujours essayer de me bricoler une apparence générique et en attirer un pour que tu lui voles ses vêtements.
Ils sont suffisamment nombreux pour pas tous se reconnaître, surtout en pleine nuit. Le vétéran soupira. Ah, ouais. J'oublie que ce sont des Franciens normaux. Ça doit être à cause de leur moustache. Pour m'introduire dans leur campement, ça devrait aller. Leur matos est archaïque et ils sont pas très concentrés. Le problème, c'est de se tirer avec 18 otages fatigués et apeurés. Mais attends, j'ai une idée. Vu qu'à leur époque, c'était l'anarchie, ils doivent pas trop connaître les kaiju puisqu'ils n'ont pas vraiment pu les combattre sérieusement, ou alors juste comme une présence très lointaine qui a ravagé l'Orient. Y a moyen que ça les terrifie, ça. N'importe quel Francien contemporain a peur des kaiju, après tout. Alors, il y a un siècle, quand on les connaissait uniquement par des rumeurs, ça devrait terrifier n'importe qui. La paranthrope hocha la tête. Ouais, à l'époque, les kaiju n'étaient connus que par les vétérans qui revenaient de Chine ou des Indes. Par contre, ils ont tous subi les perturbations de la chute et la Grande Guerre civile. Ce sont sûrement des gens endurcis, violents et effrayés par les kaiju, sans aucun doute. C'est pas bête comme idée, mais... Wait, c'est quoi encore ton idée à la con? Étienne sourira malicieusement. Eh ben, si tu peux changer d'apparence, je me dis que s'il voit un K2 leur faire son meilleur graou, ça sèmerait une panique assez conséquente pour me donner une fenêtre assez large pour que je puisse me tirer avec les otages. Un K2? Rien que ça? Tant qu'à faire, autant prendre ma véritable forme et leur faire peur. Je peux à la rigueur me transformer en une humaine qui tenterait de se déguiser en K2 pour Halloween. Je te rappelle qu'un Neurinomos, ça fait entre 3 et 5 mètres pour 200 à 400 kilos de chitine. Je veux bien avoir un peu forcé sur le pâté pendant les fêtes, mais quand même. Mais non, mais t'es pas obligé de le reproduire à l'échelle identique, je te rappelle qu'ils n'en ont jamais vu. Si tu fais un K2 chétif, ils s'en rendront même pas compte. Le problème de ta véritable apparence, c'est qu'elle conserve une dimension humanoïde, tu vois. Ils doivent, à peu près, savoir à quoi ressemble un kaiju. Et donc, il faut plus quelque chose qui tienne de la grosse bestiole méchante que du... Le vétéran hésita. Il allait dire monstre, mais il se ravisa juste à temps. D'une créature qui s'apparente anthropologiquement à eux. C'est pour ça qu'on a peur des kaiju. On les comprend pas et on peut pas s'identifier à eux, tu vois, ils ressemblent à rien. Un paranthrope, bah il a des bras, il a des jambes, donc il doit à peu près marcher comme nous, donc on peut le tuer. Tu vois la logique? Cela dit, on peut soigner ton entrée, avec des explosifs par exemple. Et après, c'est moi qui ai l'air conne en prenant des pauses la nuit sur les toits, hein? Ah. Bon, je veux bien essayer, mais je garantis rien, d'accord? Je fais quoi? J'arrive et j'en tue un de façon sanglante et dramatique, avant de faire... graou? Eh ben dans l'idéal, faudrait éviter d'en tuer, mais bon, si tu sens que pour que ça prenne, il faudrait que tu t'en fasses un... Bon ok, vas-y, une perte collatérale est acceptable, je pense. Il se grattera ensuite le menton, prenant le ton empoulé d'un metteur en scène. Ok, Commedia dell'arte, tu es un kaiju qui n'a pas mangé depuis des semaines, tu as du mal à dormir et soudainement tu entends des bruits en plein milieu de la nuit. Et quand tu vas voir ce qui se passe, tu tombes sur une troupe de 1. Il faut que ton graou illustre toute ta colère, mais aussi toute ton exaltation. Il faut te lâcher dans ce graou, tu y mets toute ta rage envers l'humanité, mais aussi ton plaisir à l'idée du festin qui arrive. T'as qu'à imaginer que tu viens de jouer 1000 parties d'échecs d'affilée contre un type qui ne joue que le système Linden, et là tu vois sur l'échiquier le coup le plus humiliant du monde qui détruit complètement sa position. C'est cette énergie qu'on recherche. Ah, et fais un truc avec du feu aussi, c'est spectaculaire le feu, et ça rend bien. Tu surgis dans leur feu de camp, tu renverses la braise partout, tu craches du feu, enfin, improvise. Ça sera ton moment. Aurore cligna des yeux plusieurs fois avant de s'esclaffer de façon incontrôlable. Laisse-moi un moment de grâce. Ah, c'est bon, je vais le faire. Tu m'as eu. Bon, tourne-toi vers là-bas et laisse-moi 5 minutes. Histoire que je me prépare. Le vétéran pouffra à son tour. Pour un peu, il aurait complètement oublié tous les enjeux de la situation au travers de ce rire partagé. Tu sais quoi, je vais commencer à m'approcher de mon côté. Comme ça, je serai aux premières loges et je pourrai vraiment ressentir ce que va vivre mon public, enfin le public. Et au plus proche il serait, au plus vite il pourrait agir et profiter de la diversion. Étienne s'approcha subrepticement du rassemblement de 1, s'avançant au maximum de l'endroit où se trouvaient les captifs. Progresser ainsi, dans les sous-bois, avec son équipement tangentiel sur le dos, rappela aux Franciens des souvenirs de sa vie de commando, quand la mission était simple et le danger droit devant. Il s'infiltra de couvert en couvert, progressant comme un renard à proximité d'un poulailler. Autour du feu, une dizaine de soudards étaient en train de boire et chanter.
D'autres, les vétérans, observaient le feu sans rien dire, perdus dans les méandres de leurs pensées. Soudain, ce fut la panique. Le feu fut éteint d'un coup, comme fauché par une rafale de vents imaginaires. La fumée fit tousser les hommes autour des braises. Une silhouette apparut. Étienne avait déjà vu des K2, en diapositive pour la plupart, et une fois, lors d'une véritable mission. Des créatures terrifiantes, mortelles, rapides et vicieuses. La chose qui sortit de la fumée avait au moins le mérite d'être terrifiante. Un amas d'os et de chair d'environ 2 mètres, muni d'une gueule garnie de dents et de crocs avec 2 gros yeux bleus azurés. Elle poussa un cri strident, un gros comme Étienne n'en avait entendu que dans les vapofilms. Une partie des uns s'enfuit en hurlant, d'autres restèrent sidérés. Un homme tenta de saisir son fusil et de crier un « aux armes » qui finit étouffé par une queue barbelée qui s'enroula autour de sa bouche. D'un mouvement sec, elle serra suffisamment fort pour lui détacher la tête du reste de son corps. Étienne pâlit légèrement, mais il avait toutefois plus urgent à faire. Il décrocha quelques grenades de sa ceinture qu'il lança aux alentours du campement pour rajouter à la confusion générale et fonça ensuite vers les cages des otages. Il ne s'embarrassa plus de subtilité et de discrétion. Il fallait agir vite tant que le fan-club d'Attila était sous le choc. Aussi fila-t-il comme une flèche droit vers les cages. Il se souvint y avoir vu 3 gardes et se prépara à les engager. La stratégie du vétéran était simple. On lui avait appris que l'homme avait besoin d'un certain temps pour se mettre dans un état d'esprit de combat, qu'il réalise et qu'il accepte qu'il était attaqué et qu'il fallait se défendre. Étienne comptait maraver ces gaillards avant qu'ils ne réalisent ce qui se passait pleinement. Il écrasa la crosse de son fusil dans la face du premier avant d'expédier une manchette à la gorge du second, puis propulsa son genou dans sa figure affaissée. Il dut se résoudre en voyant la distance le séparant du troisième à employer son fusil de manière conventionnelle, lui délivrant 2 tirs précis en plein torse. Les gardes s'effondraient les uns après les autres sous les assauts d'Étienne alors qu'un clairon résonna dans le camp. Des hommes sortaient des tentes, certains en sous-vêtements, d'autres avec la gueule de bois. On se tirait dessus à bout portant, confondant amis et ennemis, ce qui rajoutait à la confusion, avant que des ordres soient donnés, que des groupes se rassemblent, que des formations soient adoptées et qu'elles ne convergent vers Étienne et Aurore. Reprenant sa forme humaine et son souffle difficilement, Aurore vient ouvrir la dernière cage alors qu'Étienne terminait de libérer les otages de son côté. Dans le noir, c'était une petite troupe d'yeux affolés qui les regardait, hagards et paniqués. Rassemblant les survivants, Étienne s'adressa à eux en tentant de se montrer rassurant. Pas de panique, on est là pour vous tirer de là. Restez groupés et avec nous, on assure votre sécurité. Il n'aurait pas dédaigné que quelqu'un assure la sienne et celle d'Aurore, toutefois. Étienne n'était pas rassuré. Ces 1 Franciens étaient plus courageux qu'ils l'avaient anticipé. À 2, ils auraient pu s'échapper sans mal, mais avec des civils affaiblis, il semblait difficile de prendre de vitesse ces gaillards entraînés. Toutefois, il fallait bien commencer quelque part. Il fera signe à Aurore. Voyant son état de fatigue, il préféra l'aménager. Je prends la tête, tu couvres l'arrière. Le vétéran suspectait que les uns allaient chercher à les encercler et à refermer leur formation sur eux. Il rajoutera, avec un sourire, Au fait, magnifique le graou. puis il fera signe aux civils. Allez, en avant, suivez-moi et dépêchez-vous. Aurore esquissa un sourire en retour, dégainant son pistolet doré. Elle se mit à faire feu sur les premiers 1 passant à sa portée, logeant des projectiles de gros calibre dans leur corps avec une précision redoutable. Étienne courut, la troupe de civils apeurés derrière lui. Ici, une femme hurla. Là, une vieille dame tomba dans la boue et peina à se relever. Plus loin, un enfant se mit à pleurer en appelant sa maman. Le groupe avançait lentement, difficilement, trébuchant dans les hautes herbes, visiblement affaiblis, déshydratés et épuisés par leur captivité. Du coin de l'œil, Étienne aperçut Aurore engager un 2e chargeur dans son arme, le vidant à courte portée, déjà entouré d'une pile de corps avant de dégainer une lame d'os de son bras pour percer le menton d'un soudard qui s'était risqué au corps à corps. Plus pressant, il entendit des bruits de sabots autour de lui. Des cavaliers! Autant pour les dommages collatéraux, soupira intérieurement Étienne, alors qu'il cheminait avec le groupe. Mais si ces types voulaient en découdre, il n'avait plus le choix. Il aida comme il pouvait les survivants retardataires, se pressant pour relever un vieillard, quelques paroles et une main sur l'épaule.
Pas le temps de faire davantage. Merde. Si ces cavaliers déboulaient sur leur groupe exposé en terrain plat, ils allaient être fauchés comme des blés. Tout ce qui s'offrait à Étienne, c'était une sombre et vaste forêt en périphérie du campement. La cavalcade se rapprochait. Au clair de lune, c'était une demi-douzaine de cavaliers qui poussaient des « Ya! Ya !» en agitant sabres et pistolets. Des tirs fusaient dans la nuit. Derrière lui, Étienne perdit Aurore de vue alors qu'elle semblait encerclée par une dizaine de huns. Une forêt, c'est mieux que rien. Jugera-t-il en dégainant son fusil, tirant des rafales dans la nuit en direction des cavaliers dans l'idée de les disperser. Il se tournera ensuite vers les civils. Allez, vite, courez pour vos vies! Quand la culasse de son fusil claqua dans le vide, 3 cavaliers et leur monture étaient morts, et les autres s'étaient repliés. Étienne pouvait remercier son entraînement et son armement ultra-moderne. Derrière lui, il vit les silhouettes disparaître dans les bois. Le prochain village était à moins de 5 km derrière le prochain Talweg. Ces gens étaient des locaux, paysans de surcroît, ils devraient s'en sortir. Quand il revient vers le campement, il trouva une dizaine de corps étendus près des cages, mais aucun signe d'Aurore. D'un soupir fatigué et tendu, Étienne avisera le carnage en se forçant à garder son sang-froid. Déjà, il n'avait pas eu Aurore, sans quoi sa dépouille aurait été au milieu des leurs. 2 options alors. Elle s'était enfuie de son côté, ou il l'avait faite prisonnière. Le vétéran pencha pour la deuxième option. Selon toute vraisemblance, elle était encerclée et fatiguée. Si d'autres huns l'avaient attaquée, elle n'aurait pas pu tenir indéfiniment. Étienne songea qu'en temps normal, ces brutes n'auraient pas fait le poids, même à 10. Sa transformation avait vraiment dû vider toute son énergie. Ce fichu contre-coup. Il ne restait qu'à la retrouver et la sortir de là. Étienne réactiva son armure furtive et chercha des traces alentours, s'éloignant de l'échauffourée. Le camp était en état d'alerte. Des hommes en armes couraient partout, s'interpellant, établissant des barricades avec des chariots pour former une véritable petite forteresse hérissée de canons et de tubes d'artillerie en tout genre. Fort heureusement, les soudards venus d'une autre époque n'avaient rien pour déceler la technologie tangentielle de la Légion étrange. Le vétéran des forces spéciales transpira à grosses gouttes dans sa combinaison, passant d'un couvert à l'autre, rampant sous un chariot, roulant entre 2 caisses. Il finit par apercevoir Aurore, inconsciente, traînée par 2 huns en direction de la plus grande yourte du campement. Supputant qu'ils l'emmenaient voir leur chef, le vétéran contournera la grande tente pour se faufiler derrière cette dernière, afin d'entendre ce qui allait se dire à l'intérieur. Une voix sèche, rugueuse résonna. « Alors c'est ça qui attaque mon camp, tue mes hommes et fait s'enfuir mes prisonniers. Une simple femme. » Oui, Mokan, c'est une sorte de démon comme ceux qui ravagent tout, loin à l'est. Elle n'a pas l'air bien menaçante comme ça. Certes, Mokan, mais elle a tué 13 de nos Huns, dont 3 champions de Tengri. Un silence s'installa. Étienne entendit des bruits de pas, puis le splash d'un liquide que l'on renverse sur un visage, suivi d'un « Ta mère la cite !» de la part d'une Aurore visiblement endolorie. Tapi dans l'ombre, Étienne retient son souffle. Quoique cela le démangeait de faire irruption dans la tente en tirant à bout portant sur tout ce qui s'y trouvait, enfin, presque tout, il allait attirer tout le camp, et ils y passeraient tous les 2. Mieux valait attendre. Si ces types l'avaient gardée vivante, c'était pour l'interroger. De l'autre côté de la tente, la voix du Khan reprit. « Qu'es-tu donc, femme? Un démon? Une sorcière? Parle! Le grand Khan Attila te l'ordonne. » Étienne entendit Aurore cracher par terre et ricaner. Wait, vous êtes en train de me dire que j'ai en face de moi Attila? Le Attila du grand Khanat de Champagne? Elle poussa un gémissement entre douleur et rire contenu. Le 1, 2, 3. Le clic du chien d'un revolver lui répondit. « En quoi mes ambitions territoriales sont-elles sujet de ricanement, femme? Réponds à ma question. Qui es-tu? Qui t'envoie et par quel prodige as-tu éliminé autant de mes hommes à toi seul? » Étienne notera une hésitation tendue. Attila semblait sur le point de perdre patience et les méchants annonçaient rarement qu'ils allaient faire feu. S'il ne faisait rien, il prenait le risque qu'Aurore se fasse descendre. Mais s'il faisait quelque chose, ils allaient se faire attaquer tous les 2. Si seulement il pouvait la prévenir qu'il était là et qu'elle devait arrêter de le provoquer. Précautionneusement, il se baissera au niveau du sol, soulevant doucement un pan de la tente pour essayer d'y glisser son regard et aviser de la scène.
Le visage contre le sol, Étienne croisa le regard d'Aurore. La paranthrope avait une mine horrible, les yeux caves, le teint cireux. Elle avait visiblement salement dégusté, et le contre-coup d'aspect de sa transformation n'est sans doute pas étranger à son état. Un pied était posé sur sa tête, tandis que plus loin, un sbire s'était arrogé son pistolet doré, à présent calé dans sa ceinture, comprenant les intentions de son binôme. Elle dira prestement « Bon, d'accord, vous m'avez eu. Écoutez, je vais parler. Vous pouvez, je sais pas, m'asseoir convenablement, me donner un verre d'eau ou un verre de vin, et je déballerai tout, promis. » Le Khan sembla hésiter, puis fit un geste vers ses hommes. Étienne entendit 2 autres remuer, puis un raclement sur le sol. « Parle, à présent. » « Et mon verre de... » Un nouveau splash aspergea le visage d'Aurore. « Voilà, tu as bu. Maintenant, parle !» Un peu soulagé, Étienne se mit lentement à découper la tente de son couteau. La paranthrope n'était pas hors de danger pour autant, et Attila pouvait tout à fait la descendre à tout instant si cela se passait mal. Le vétéran ne pouvait donc pas prendre le risque d'attendre. Il fallait intervenir d'une manière ou d'une autre. Attila pouvait peut-être servir de tâche pour se sortir de ce merdier. Si Étienne arrivait à mettre la main dessus, il y avait moyen de sortir du campement sans se faire étriper. Ok, sympa. Bon. Je suis l'agent spécial Aurore Dumas de la Légion étrange. Étrange ? La Légion étrangère plutôt, non ? Non, étrange comme bizarre. C'est une sorte d'hommage, j'imagine. C'est ridicule. Un peu, je vous l'accorde. Étienne se mit à découper la tente plus rapidement pour se tailler un passage, profitant du babillage d'Aurore. Et qui dirige cette Légion étrange ? Un vieux qu'on surnomme le Sphinx. Comme le Sphinx d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il est vieux et ridé et parce que c'est un mamelouk aussi. Un mamelouk ? Vous vous foutez de moi ? Et quoi encore ? Aux ordres de Napoléon X, empereur de Francie. 10 ? Mais vous avez perdu l'esprit. Écoutez, je reste factuel, moi. Silence ! Faudrait savoir. Je parle ou je me tais ? Une gifle, suivie d'un silence glacial. Étienne venait de passer à travers la toile de la tente pour se dissimuler derrière les amples fourrures du trône d'Attila. Mais le vent frais du soir trahit le trou qu'il venait de pratiquer dans le tissu. Plus le choix, il se rua sur Attila pour lui décrocher un solide coup de crosse dans le nez avant de braquer son fusil sur la poitrine de ce dernier. Il s'empressera de s'adresser aux gardes d'une voix ferme. « Baissez vos armes et fermez vos gueules. Sonnez l'alerte et je descends votre chef. » En tous sens, les armes se braquèrent. Les gardes braquèrent Étienne. Étienne braqua le chef des Huns. Le chef des Huns braqua Aurore. Aurore fit un pistolet avec ses doigts et le tendit vers le chef des Huns. Un silence s'installa avant qu'Attila, frottant son nez en sang, dit, pragmatique. « Personne ne sortira d'ici vivant si nous restons figés ainsi. Qui êtes-vous et que voulez-vous » Étienne avisa la situation. C'était le genre de situation qui n'arrivait que dans les livres. Et dans les livres, on se disait toujours que ça avait l'air cool. Dans la réalité, c'était beaucoup plus stressant. Son entraînement l'avait toutefois préparé et confronté au stress et à la panique. Il savait donc rester maître de lui-même avec un pistolet sur la tempe, et c'est d'une voix calme que le vétéran répondra « Agent Duboisset, Légion étrange aux ordres du Sphinx et de Napoléon X, empereur de Francie. On vous a déjà fait les présentations. Ce que nous voulons, vous informer que l'enlèvement et la détention de citoyens franciens sur notre territoire n'est pas autorisé. Et que si on nous a envoyés nous, c'est pour éviter d'envoyer le gros de nos troupes exterminer tous vos gars. » Comment ça, votre territoire ? C'est le grand khanat de Champagne ici. Ce sont mes terres. Ce ne sont pas des citoyens franciens. Ce sont les futurs habitants de la ville que je vais fonder. Aurore pinça les lèvres. Elle existe déjà. Comment ça ? 3. Elle existe déjà. Elle a toujours été là, d'ailleurs. Elle a été en partie détruite lors de la chute, puis reconstruite, puis... Bref. Elle est déjà là. Ce n'est pas possible. Il y a une semaine, c'était encore une ruine fumante. Aurore fit une grimace vers Étienne. Joignant le geste à la parole, elle abaissera son doigt pistolet d'un air apaisant. On pourra aussi s'asseoir autour d'un lait de jument fermenté pour en discuter. Le vétéran hésitera un bref instant. Il ne baissa pas son arme, mais fit mine qu'il était prêt à le faire. On va faire cela. Tout le monde baisse lentement ses armes et on va parler. Un homme entra en trombe dans la tente, la chapka mise n'importe comment sur sa tête, manifestement essoufflé.
Grand Khan, Grand Khan, les prisonniers se sont évadés. Attila se tourna vers lui, le regard sombre. Vous êtes manifestement déjà au courant. Oui, Je vais me faire foutre plus loin, j'imagine. exactement. L'homme salua maladroitement. Le chef des Huns fit un signe vers des coussins et un tapis installé dans un coin. Mon neveu. Il n'est pas très malin, mais je ne peux rien refuser à ma sœur adorée. Étienne baissera son arme, sans toutefois la ranger complètement. Votre sœur? C'est qui? Vous, Étienne? Ouh, dira Aurore en levant un sourcil. Comme le groupe de musique? Demandera l'un des sbires. Attila le foudroya également du regard avant de s'asseoir, son arme toujours sur les genoux. Elle s'appelle Mathilde, mais je ne suis pas là pour parler de ma frangine. L'homme, bien que petit, brun et hirsute, laissait parfois échapper un accent des Flandres assez prononcé. Bon, les deux comiques, on a assez rigolé. Napoléon X. Il est arrivé quoi au numéro 4 à 9? Pas d'embrouille, d'accord? J'ai déjà récupéré des citoyens à moitié foldingues. Maintenant, vous... Étienne se grattera pensivement le menton. Comment formuler qu'il n'était plus à son époque? Il fallait admettre que ce n'était pas un problème que l'on rencontrait quotidiennement. Ce qui leur est arrivé, eh bien, ils sont morts. Enfin, ils ont vécu, hein, puis ensuite ils sont morts. Vous voyez où je vais en venir? Non? Bon. Vous vous êtes déplacé, géographiquement. Mais temporellement, vous êtes dans le futur. D'un siècle environ. Il lèvera un index pour anticiper les protestations de son interlocuteur. Non, mais je sais que ça sonne complètement dément. Nous-mêmes, on a un peu de mal à y croire, hein. Et personnellement, j'aurais pensé que votre présence à notre époque entraînerait la destruction de l'univers, enfin bon, tout ça, quoi, paradoxe temporel, mais vous devez pas connaître. Mais non, rien de tout ça n'est arrivé, nous sommes en 125 après la chute, et bien que vous n'ayez rien à foutre là, et ben, vous êtes là. Le chef de guerre décrocha sa mâchoire. Visiblement prêt à la déposer sur la table la plus proche, Aurore ajouta « Ça a l'air dingue dit comme ça, mais je vous jure que c'est vrai. On a même des mechas pour se protéger des kaijus de nos jours. Des mecs quoi? demanda le garde. Des robots géants qui mettent des droites à des monstres qui font graou. Stylé. Répondra le soudard dans un souffle. Attila avait l'air moins ravi. Ce qui explique pourquoi tout a l'air si bizarre. Que mes hommes sont tous enrhumés depuis 10 jours, que les cartes en notre possession sont toutes erronées. Nous avons été envoyés libérer les otages, mais aussi enquêter sur les origines de cette anomalie temporelle. Ça nous pose pas trop de problème de vous aider à rentrer à votre époque, si c'est ce que vous souhaitez. Parce que je vous préviens, si vous voulez rester, le coup du canad qui pille nos terres, ça va moyennement passer. Va donc falloir vous réadapter et accepter d'être placé sous surveillance. Vous, a priori, vous préférez quoi? Eh bien... Je dois vous avouer que je ne sais pas quoi vous répondre. À quoi ressemble notre pays? Y a-t-il toujours des seigneurs de guerre partout? L'Europe est-elle toujours à feu et à sang? Contre les kaijus, on a gagné? Aurore prit la parole. Ce serait un peu long de vous résumer un siècle de changements géopolitiques. Mais l'Europe est divisée en nations maintenant. Fini les cités-États et l'anarchie. On peut pas dire que la paix règne, mais bon, ça reste quand même plus stable qu'à votre époque. L'Europe est de nouveau remplie d'États-nations. L'Empire de Francie, le Royaume de Lucanie, l'Union sarmate, le Sultanat d'Osmanie... Étienne enchaîna. Notre pays, maintenant, c'est la Francie. Il a été fondé et dirigé par la famille Bonaparte. C'est un empire méritocratique, plutôt tolérant et moderne en termes de lois sociales. Tout le monde est égaux devant la loi, la santé et l'éducation sont gratuites, enfin ce genre de trucs. Nous, on est plutôt militaristes aussi, mais avoir vos gars, je pense que ça, vous connaissez aussi. Il y a eu des hauts et des bas, mais le pays est toujours sorti de ses crises majeures. Et les kaijus, en fait, on peut pas vraiment gagner contre eux. Ils reviennent en boucle depuis une sorte de faille. On peut dire qu'on n'a pas perdu puisque l'humanité existe encore, mais on n'a pas non plus gagné. Et on gagnera probablement jamais. Évidemment, la technologie a changé aussi. On a des vapomobiles, des véhicules à roues qui marchent à la vapeur, des engins qui volent aussi, des images animées en noir et blanc qu'on projette sur les murs, et des mechas, comme ma collègue l'a signalé, des gros trucs qui mettent des méga patates de près ou de loin à des kaijus. Le Hun resta interloqué, puis se mit à poser 1000 questions sur le gouvernement francien, sur l'art de la guerre, sur le devenir de tels dirigeants ou de telles factions. Aurore, d'abord amusée, puis rapidement saoulée, le coupera. Ouais, très bien. Écoutez, on va pas refaire le dernier siècle en détail non plus, hein. J'ai surtout une question. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? Un rituel, je sais pas,
pacte avec un machin chelou? Non, rien de tel. Par contre, nous avons traversé une tempête, un orage gigantesque, à faire pâlir le plus solide de mes braves. Aurore se passa une main sur le visage. Oh merde. Ils se sont mangés un déphasage d'aspect. Un Quoi? Demanda le 1 et ses sbires en chœur. La paranthrope souffla sur une mèche de cheveux collée devant ses yeux. Oh dear, we're in trouble. Ah bon sang, un déphasage d'aspect. Fera Étienne d'un air grave en posant sa main sur son front. Il s'inclinera ensuite vers Aurore pour murmurer « C'est quoi? Un trou de verre brisé de classe C. C'est hypothétique et paradoxal, mais disons que ça peut arriver après un saut de navrure fait avec le cul. » L'américaine passa la langue sur ses lèvres, visiblement pas certaine de sa dernière phrase en francien. Si c'est pas fait correctement... Tu te souviens de la horde déphasée? La presse en a parlé il y a quoi, 1 an de ça? Ces kaiju qui apparaissaient et disparaissaient de façon inexpliquée. Le francien froncera des sourcils. Oui, je me souviens, c'est la dernière incursion en date sur le territoire. Tu veux dire qu'ils ont créé une sorte de contre-coup qui s'est répercuté dans le temps? Sûrement. Avec la chute du seuil d'anormalité, un contre-coup en chaîne a pu entraîner ce genre de perturbation. Ces pauvres bougres se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment et ils ont foncé tête baissée dans un nuage d'aspect devant dépasser les 3000 kilos Casper. Ça a l'air de faire beaucoup de Casper. Commentera un sbire. Suffisamment pour vous réduire en chorizo. Mais pourtant, vous êtes là. Et ça, c'est pas normal. Quelqu'un ou quelque chose a dû dévier le contre-coup suffisamment pour le rendre non létal. Je pense pas qu'un génie du mal a essayé de vous ramener pour que vous semiez la terreur dans le nouveau monde, sans vouloir être vexant. Cette intervention avait peut-être juste pour but de vous sauver et vous a propulsé et... bah là. Vous n'avez pas un sorcier dans votre clan? Ou vous n'avez pas parmi, je sais pas, vos proches, quelqu'un comme ça? Avier, se corrigea-t-il intérieurement. Tous ceux qui n'avaient pas fait le grand saut avec eux étaient morts depuis longtemps. Il préféra éviter de mettre en lumière cette information qui pourrait remuer son interlocuteur. Eh bien, on a le vieux chaman, un Sarmat. Il était là avec nous depuis qu'on a fondé le Khanat. Il est devenu quoi, ce vieux crouton? Le sbire leva les bras en signe d'ignorance. Je sais pas, au Grand Khan. Personne l'a vu depuis qu'on est arrivé, mais vous savez, il est à moitié fou. Il va, il vient. Aurore se passa de rechef la main sur le visage. Oh, damned. Un moujik Sarmat. Manquait plus que ça. Ah, c'est si grave que ça? A priori, celui qui les a envoyés a dû le faire dans le contexte de cette anomalie. Même si on avait un sorcier Sarmat sous la main, on ne pourrait pas reproduire ce qu'il a fait. Car il nous manque toute l'anomalie qui a servi de catalyseur à cette affaire. Enfin, je crois. On peut pas propulser quelqu'un dans le temps comme ça. Pas vrai? Dira le vétéran en espérant que la réponse fût négative. Fort heureusement, on ne peut pas, non. Enfin, si, mais pas comme ça. La dernière qu'a essayé a vaporisé la botte de la péninsule lucanienne sans arriver à faire autre chose que de se vitrifier elle-même et ses courtisans. Non. Le problème, c'est que si on veut renvoyer ces gugus chez eux, il faut mettre la main sur ce moujik. C'est lui, leur ancre. Mais c'est impossible, non? Ils l'ont pas vu depuis leur arrivée. Ça veut dire qu'il est resté là-bas, j'imagine. Enfin, je veux dire, avant, il y a 1 siècle. Un déphasage ne dure pas aussi longtemps. S'ils sont encore là, c'est qu'il est là, quelque part, vivant et sûrement très confus. Ça va être facile pour le trouver, tiens. Parce qu'il n'a pas l'air de s'être matérialisé avec tout le clan. Dans l'absolu, il pourrait être n'importe où. Bon, si on est optimiste, il doit pas être apparu bien loin. Si ça se trouve, il s'est même fait bouffer par les loups. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. On n'est pas dans la forêt de Mashkoul non plus, silly. Une ancre ne peut pas s'éloigner tant que ça de ses vecteurs. Il ne doit pas être aussi loin que ça. Et il peut pas être mort, sinon tout ce camp aurait déjà disparu. La paranthrope resta pensive, se tournant vers Attila, qui semblait captivé par ce qu'il entendait. Il est comment, votre moujik? Eh bien, un peu farfelu. C'est une sorte de druide. Longue barbe, en toge, toujours à cueillir des baies, des champignons. Ce genre de vieux fou. J'aimerais bien avoir une autre solution que le chercher au hasard dans la pampa. Mais là, je crois qu'on va devoir faire une battue. On pourra compter sur votre aide ou pas? Le chef 1, assagi, se gratta la joue. Oui, j'imagine. Mais vous avez quand même tué nombre de mes hommes et vous les avez privés de leur butin. Je comprends la gravité de la situation.
Enfin, pas vraiment. J'ai encore du mal à comprendre ce qu'il a pu se passer, mais je sens, au fond de moi, que je ne suis pas au bon endroit, ni au bon moment. Je peux donner des ordres à mes hommes pour retrouver le vieux, mais... Aurore soupira. Si vous dites que vous voulez une compensation pour les tocards que j'ai étripés, je vous tire dans le genou. Le 1 braqua son arme sur la paranthrope. Sauf que c'est moi qui ai le flingue. Les yeux d'Aurore se figèrent dans ceux du 1 qui, tremblant, posa lentement le canon de son revolver sur son genou avant d'appuyer sur la détente. Les sbires firent un pas en avant, arme dressée, mais le pistolet émit un clic à vide. Le chef des 1 bava légèrement, puis toussa. Ok, c'est bon. On va faire comme vous avez dit. On a tué vos hommes, qui nous attaquaient, c'est vrai. Mais vous, de votre côté, vous avez pris en otage nos citoyens. Vous doutez bien que c'est pas très légal tout ça, et que les sociétés victimes de raids ne vous accueillent pas à bras ouverts. On a chacun causé nos torts, alors disons qu'on est quitte, et concentre-nous sur les solutions. Attila fit signe à ses hommes. Prenez des cavaliers et retrouvez la piste de ce vieux débris. Étienne se tourna vers Aurore. Dis, tu te sens en forme pour leur filer un coup de main ou tu préfères récupérer? Un filet de sang coula de l'œil de la paranthrope, qu'elle essuya d'un revers de manche. Je vais rester là 5 minutes, histoire de me reposer un peu. Chaque mot avait l'air douloureux en s'échappant de la commissure de ses lèvres. Le Khan se leva à la suite de ses hommes. Je vais m'occuper de coordonner les recherches. Vous pouvez rester là, je peux vous faire envoyer un médecin. Ça ira, dira la paranthrope d'un grognement. Étienne se grattera la tête, embarrassé et inquiet en avisant l'état de la paranthrope. Il s'en sentait responsable. Après tout, c'était lui qui avait demandé de changer d'apparence. Il ne pensait pas que c'était quelque chose d'aussi fatigant. Je suis désolé, ça va pas vraiment se goupiller comme je l'avais prévu. Je peux faire quelque chose pour t'aider à récupérer? La paranthrope s'étala sur le tapis le plus proche une fois le 1 sorti. Trouve-moi quelque chose à boire et masse-moi les pieds. Dira-t-elle en essayant de trouver une position confortable entre 2 coussins rêches. Me changer en K2, franchement. C'est bien parce que c'est toi. J'en ai connu des humains avec des fantasmes chelous, mais celui-là... Nah, je te masserai pas les pieds, même sur ton lit de mort. Monstre. On est prêt à me cuisiner des endives, mais me toucher les petons, ça, c'est une ligne rouge. Étienne se mit à fouiller dans les meubles des liqueurs exploitables. Si tout datait du siècle dernier, cela promettait. Fallait me dire que c'était aussi énergivore, je pensais que c'était un truc que tu pouvais faire comme ça, là, en claquant des doigts. Techniquement, t'es en permanence sous déguisement. Là, en ce moment même, tu l'es, d'ailleurs. Elle se redressa, saisissant au vol la bouteille de liqueur non déterminée qu'Étienne lui envoya. Le polymorphisme a un coût difficile à mesurer. Mon apparence humaine, ça fait plus d'1 siècle que je la pratique. C'est comme enfiler un vêtement. Ça me demande aucun effort particulier. Parfois, ça m'étouffe, comme un pull trop chaud près d'une cheminée, mais j'ai l'habitude. Quelque chose de plus complexe, disons que là, j'avais l'impression d'être une mascotte de parc d'attractions dans un autoclave industriel. Elle prit une gorgée de la bouteille, fronçant les sourcils. Ça, c'est immonde. Elle regarda la bouteille, indiquant qu'il s'agissait d'huile de ricin. Je me disais aussi. Je ne suis pas ce pauvre pamplemousse. Cuisiner des endives pour une gueule de bois difficile, je peux le faire. Masser les pieds à la commande, va falloir mieux négocier. Reprenant son inspection, il cherchera une bouteille étiquetée de quelque chose de comestible. T'as des apparences que t'as pratiquées plus facilement que les autres et qui te fatiguent moins. Ça pourrait nous être utile un jour. Jetant la bouteille sur le côté, Aurore fit la moue. Crois-le ou pas, José est syndiqué. Je peux pas lui demander tout et n'importe quoi. Syndiqué. En Francie. On croit rêver. Tout fout le camp, mon brave Étienne. Tu lui as demandé de s'appeler Pamplemousse. À quel moment tu ne peux pas lui demander n'importe quoi après ça? Étienne passa en revue des bouteilles, dont une annotait simplement « jus » et une autre qui avait l'air d'être du vin, mais qui semblait dater d'avant la chute à en juger par l'étiquette. Anyway, j'ai pris l'apparence d'un homme pendant quelques années quand on brûlait des sorcières au Dixieland. C'était plutôt crédible, mais j'ai manqué de me faire enrôler dans l'armée à cause de ça. Plusieurs fois. Enfin. C'est toujours plus facile quand c'est proche de la véritable moi. Aurore était dans un sale état. Elle avait bien besoin d'un remontant conséquent. Jus
Ça restait vague. Tandis que du vin d'avant la chute, ça ne se refusait pas. Et puis, Étienne estimait que son organisme avait des chances de considérer le jus comme du poison, dans la mesure où son sang avait dû fusionner avec de l'alcool à brûler depuis un moment. Il lui tendra donc la deuxième bouteille. Tiens, et c'est ça. Un homme, hein. À ta place, j'aurais gardé. Puis cette boue, ça n'a pas de prix. Aurore récupéra la bouteille, l'ouvrit et prit une gorgée avec un soupir approbateur. C'est pas mal, je dis pas. Mais vos orgasmes sont particulièrement décevants. Après une deuxième gorgée, plus longue que la précédente, elle ajouta « Et pour ta gouverne, sache que c'est plus facile de faire changer l'état civil de Rosé que de le faire travailler plus de 42 heures par semaine. Parfois, j'en suis à regretter les States et l'absence complète de droits civiques pour les minorités. » Elle reposa la bouteille sur le côté, s'essuyant maladroitement la commissure des lèvres. Bon. Après, je me souviens de la traite négrière, des marchés aux esclaves et du travail forcé, et je relativise un peu. Je te l'accorde. Après quelques pas maladroits, elle s'affala sur le trône du chef des Huns, passant une jambe sur la coudoir, la bouteille à la main. T'aurais fait quoi, toi, si t'étais né à l'époque de ce Attila de Champagne ? Étienne expira un petit rire. C'était le retour des questions de la reine des pirates. Vu son état, il accepta de jouer le jeu. T'as de ces questions, toi. Déjà, je nais où ? Parce que si je suis né dans une campagne paumée ou comme le fils d'un noble, j'ai pas vraiment les mêmes options. On va dire que je suis pareil, c'est plus simple. Déjà, je pense que je m'engagerai dans les forces armées de la ville où je bosse. Soit comme militaire, soit comme agent secret. Puisque je pense pas qu'ils avaient des forces spéciales comme on en a là aujourd'hui. Et je serai le gars loyal, fidèle au régime. Même s'il se casse la gueule. Pas une girouette de merde qui change de vent, tu vois. Si je vois un gouvernement qui me plaît et qui me paraît juste, j'y serai loyal jusqu'au bout. Peut-être pas jusqu'à la mort, puisque si j'ai une famille, j'aurais du mal à les laisser tomber pour un gouvernement qui n'existe plus, mais en tout cas, je bosserai bien. Et ouais, en fait, pareil que là, je suis en train de réaliser. Attends, je vais changer. Je quitterai la ville où je suis né, et puis je me baladerai au hasard. Je défendrai les personnes persécutées par les types comme les Huns. Je vivrai sur la route, au gré de mes pérégrinations, un genre de chevalier errant redresseur de tort, comme dans ces bouquins albinois nuls, là. Ça pourrait me plaire. Des aventures sans lendemain, pas de problème existentiel, et l'idée de servir à quelque chose. Le rêve. Nouvelle gorgée, les yeux clairs d'Aurore commençaient visiblement à se troubler. Étienne constata que ses plaies s'étaient refermées et que ses cernes avaient presque disparu. C'est que c'est. Et là, tu tombes au détour d'un chemin sur une jeune et jolie paranthrope capturée par de vils brigands. Ils sont plus nombreux, mieux équipés que toi, et leur chef a un cache-oreille de pirate. Tu fais quoi ? Un cache-oreille de pirate, hein. Bon, déjà, il me faut un peu de contexte. J'ai quoi comme équipement ? Et est-ce qu'ils m'ont vu ? Cache-œil, cache-œil. Alors, Elle sembla chercher dans sa mémoire. ils sont à cheval, ils sont 3. Ils ont attaché la gamine à une corde derrière la monture du milieu. Leur chef est devant. Toi, tu as Elle se gratta les cheveux, répondant au fil de l'eau. un petit couteau, un arc avec 2 flèches et une tora. Et t'es encore caché. Tu es dans un arbre avec un pantalon très moulant et un chapeau en feutre. Comme le rabbin des bois. Le vétéran réfléchira. Vu comment Aurore décrivait la chose, cela ressemblait à un souvenir, et qui n'avait pas l'air agréable vu le contexte. Il préféra faire mine de ne pas creuser le sujet et de jouer le jeu. Après tout, c'était le terrain où elle voulait l'emmener. Un arc, sérieusement ? Les flingues existaient il y a déjà un siècle. Bon, mon premier réflexe serait de tirer sur le chef pour les désorganiser, mais s'ils se carapatent au galop, ils vont traîner la fille derrière eux et la tuer. Je vais donc commencer par tirer sur le deuxième, au milieu, comme ça la gamine n'a plus le danger immédiat au cul, et vu que c'est un arc, ça devrait pas effrayer le cheval plus que ça. Ensuite, si je peux, je tire sur le chef. Et je me dis que le troisième va forcément prendre ses jambes à son cou parce que lui, il sait pas que j'ai que 2 flèches. Aurore esquissa un sourire et reprit une gorgée avant de jeter la bouteille, à moitié vide, à Étienne. Tu te doutes que ça s'est pas exactement passé comme ça en vrai, hein ? Étienne posera la bouteille non loin, pas pendant le service. Lui n'avait pas eu l'excuse d'être tabassé et capturé par des Huns pour se remettre. Il se raclera la gorge. Il a tiré sur le chef, c'est ça ? Typique. Dira-t-il sur le ton de la détente. Il ne savait pas trop comment réagir. Interrompre la paranthrope dans son récit lui semblait maladroit, la questionnaire également.
il préféra la laisser choisir de revenir sur les détails de cet épisode elle-même. Pire. Cette andouille a touché le cheval. Le canasson a pris peur et il est parti au triple galop. Elle se calera sur le trône, la mine plus sombre. Quand j'ai fini par me détacher, plusieurs centaines de mètres après, j'avais plus de chair au niveau des poignets et la moitié des os pétés. Oh, Grimaça Étienne. Il s'apprêtait à dire qu'elle avait eu de la chance, n'importe quel humain n'aurait pas survécu à un tel traitement. Mais il se souvint qu'Aurore n'était pas vraiment humaine. Eh bien, à sa décharge, ça partait d'une bonne intention. tu as pu échapper à ces types grâce à lui? Pendant un temps, il a fini par me revendre lui-même quand il s'est rendu compte que j'étais pas exactement ce qu'il attendait. Elle bascula la tête en arrière. C'était une sacrée époque de merde. Quand les kaijus ont finalement débarqué, j'en étais presque ravie. J'imagine. Mais maintenant... C'est fini, avait-il eu envie de dire. Était-ce vraiment le cas cependant? Aurore n'était pas vraiment libre. Elle n'était certes pas enchaînée à une corde et revendue comme un objet, mais sa vie restait contrôlée et surveillée. Étienne n'aurait pas appelé ça de la liberté. C'est du passé, écoute. Je sais pas si c'est une bonne chose de ressasser ce genre de souvenirs. Tu veux pas parler de bons souvenirs, plutôt? Après, quand tu as retrouvé un peu plus de liberté, par exemple. Qu'est-ce que t'aimais faire? J'ai tenu un bar pendant un temps à la Nouvelle-Orléans. Je cuisinais moi-même les plats. Enfin, le plat. C'était une sorte de ragoût avec plus ou moins ce que je trouvais dedans. Je faisais venir du rhum de Cuba que je mélangeais avec du soda. Les gens adoraient ça. Oh, t'as tenu un bar et t'as fait la cuisine? Cela semblait surréaliste d'imaginer Aurore, carciste patentée et fouteuse de merde professionnelle, sagement assise derrière un comptoir à servir des verres en faisant la causette aux clients. Tu nous as jamais fait goûter ça. Il faudrait que tu remettes le couvert à la maison. Je vais voir ce que ça donne maintenant. Aurore se gratta la joue, un peu mal à l'aise. Ouais, disons que ça fait un moment. Écoute, invite ta femme à manger, promis, je cuisinerai. Ce fut au tour d'Étienne d'être un peu mal à l'aise. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais, voilà. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Un sbire du Khan entra dans la yourte. Sauvé par le gong, se réjouira intérieurement Étienne en se tournant vers le nouveau venu. On a trouvé une piste. On a... Hé, c'est le trône du chef. Oh, ça va, je me lève. Dira Aurore en se redressant douloureusement. À quelle distance se trouve-t-il? Environ 2 lieues dans une ferme. Il a été vu ce matin sous comme un marin par une femme du bois que nous avons... Libéré? Délivré? Dira Aurore en récupérant son pistolet doré sur une étagère à côté du trône, vérifiant son chargeur avant de faire glisser une balle dans la chambre. Oui, bien entendu. Sous dès le matin, c'est forcément lui. Ramenez-le ici le plus vite possible. Quelques heures plus tard, un sauvageon habillé de guenilles était assis devant Étienne et Aurore, une carafe d'eau devant lui et l'air absent. Étienne inspira en s'armant de patience, interpellant le nouveau venu. Bonjour, bonjour. Parlez francien, francien, baguette, fromage. Gvass, dira le Sarmate, ses yeux de poisson mort tournés vers Étienne. Aurore se passa la main sur le visage. Bordel de sarne, comment tu veux expliquer à ce tas de compost ambulant qui doit renvoyer ses copains à leur époque? Mais c'est dingue ça, tous nos ancêtres sont fêlés ou quoi? La chute, ça en a traumatisé plus d'un. Bon, comment on fait maintenant? Dira Attila en faisant les 100 pas dans sa tente de commandement. Étienne s'étira en soupirant. La compagnie des Huns, quoique inédite, avait quelque chose de fatigant, à moins que ce fût l'effort de ces dernières heures, ou bien l'odeur omniprésente qui lui agressait le nez. Pour la 100e fois. On attend qu'il décuve, on lui explique votre situation et il vous ramène chez vous. Pourquoi est-ce que vous êtes tendu comme ça là? Et s'il ne décuve jamais, ou s'il meurt en étant sobre? C'est un sarmate après tout. Je n'ai pas vraiment envie d'éclater comme un fruit mûr si ce contre-coup vient à me rattraper comme un mauvais génie. Non, mais j'ai dit ça pour vous faire flipper, c'est juste une hypothèse. Vous m'aviez dit être certaine. Ouais, certaine que c'était une hypothèse. Oh, et puis calmez-vous un peu, hein. Il va finir par se remettre, votre moujik.
Avec des scies, on mettrait Lutèce en bouteille. Étienne fit la moue. Ça ne parlerait probablement pas à Attila. Champagne en bouteille, bon, de toute manière, que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Qu'on le laisse faire bourrer? Pour que vous soyez envoyé dans un univers où il pleut des beignets et où les éléphants ont pris le pouvoir? Le mieux à faire, c'est d'attendre. Le vétéran laissa un ange passer. Le petit vieux de l'asile lui avait demandé si c'était le grand Khan qui l'avait envoyé. Attila avait donc été contemporain des événements du roi pendu. Ça valait le coup de l'interroger. Il n'aurait pas franchement le meilleur témoin direct. Eh, dites voir, vous avez connu un Eudes? Eudes d'Espergy-Lémont? Attila s'arrêta de marcher, visiblement surpris. Oui. Pourquoi? C'est un jeune érudit que j'ai envoyé en ambassade vers le sud. Enfin, que j'avais envoyé. Ça remonte à quelque temps de cela. Étienne se grattera la tête. Est-ce que ce qu'il racontait est ce qui s'était passé? Il allait changer le cours de l'histoire? Si Attila revenait à son époque en sachant ce qui se tramait avec Eudes, agirait-il autrement? Est-ce que cela allait changer vraiment le présent? Il n'avait pas envie d'essayer. Ouais, pour rien, il m'a parlé de vous. Il est encore en vie, un brave gars. Plus ou moins devenu façonneur de chair. Vous l'avez envoyé chez des juifs, c'est ça? Hein? Oui, c'était une mission secrète. Attila était mort depuis un moment, hors retournement temporel. En fait, en y réfléchissant, il l'envoyait à la mort en le faisant retourner dans le passé. Le khanat de Champagne n'avait pas eu un grand avenir. Étienne essaya de s'éloigner de cette pensée lugubre. Il vous a écrit sur ce qui s'est passé là-bas? J'attendais des nouvelles quand tout ça est arrivé. Il devait délivrer un présent au chef de cette communauté. Ma horde avait besoin de ravitaillement, et cette ville d'Auvergne avait la réputation d'avoir toujours d'abondantes récoltes. Est-ce que par hasard vous sauriez si cette communauté avait des contacts avec d'autres communautés? Des alliances peut-être, ou des accords? Il y avait peut-être eu d'autres personnes au courant des événements tragiques qui avaient eu lieu là-bas et qui, d'une manière ou d'une autre, avaient été en contact avec cet ambassadeur macabre du roi pendu. Cela pouvait devenir autant de pistes à explorer pour trouver d'autres artefacts potentiels. C'était réputé pour être un endroit neutre. Il y avait des ambassades de Bretagne, de Guyenne, de Bourgogne, des cités-états de Myrmande et de Venise. Les sages étaient réputés être de bons médiateurs pour régler et éviter les conflits entre humains. Si les noms de l'ancien temps ne lui disaient pas grand-chose, les archives sauraient localiser tout ça. Ça pourrait être un début de piste. On pouvait toujours rêver. Le moujik finit par relever la tête et baragouiner dans sa langue natale. « Il a dit quoi ?» demanda Aurore en relevant la tête. « J'ai un peu séché mes cours de Sarmat LV2. » Il dit qu'il est prêt à parler et qu'on doit arrêter de le torturer. « Mais on l'a pas torturé. Du moins, pas encore. On devait le torturer? Je sais plus. J'ai la tête dans le coton là tout de suite. » On lui fait boire de l'eau depuis plusieurs heures. C'est pareil pour lui. Je suis sûr que son foie nous remercierait s'il le pouvait. Fit remarquer Étienne avec circonspection. Bon, on n'est pas là pour le torturer. Dites-lui qu'on a besoin de lui sobre. Dites-lui qu'il vous a transporté dans le futur et qu'il doit vous ramener. En disant cela, le vétéran réalisa à quel point cela semblait aussi crédible qu'espérer la venue du Père Noël. Le Sarmat avait dû faire son œuvre complètement saoul. S'il se rappelait de quoi que ce soit et de comment il avait fait cela tiendrait du miracle. Le 1, dans un Sarmat hésitant, tenta d'expliquer cela au moujik, qui répondit laconiquement. Il dit qu'il ne sait pas trop comment il a fait. À la base, il essayait juste de calmer la tempête avec ses pouvoirs, mais ça n'a pas marché. Aurore se passa une main sur les tempes, l'émassant douloureusement. C'était prévisible. Malheureux, mais prévisible. Bon. Tu t'y connais en appel au calme de la tempête qui dégénère en bulle temporelle? Il y a peut-être une manière de le guider. Je sais comment ouvrir une faille de navrure. Techniquement parlant, je pourrais être en mesure de générer un trou de verre comportant un défaut spatio-temporel capable de causer l'éjection aléatoire et dangereuse de la matière à mi-chemin. Évidemment, on parle là d'une non-dimension parallèle et ou de poche hypothétique. Bon, cette explication est extrêmement simpliste, mais ça aide à introduire le concept et à donner une bonne représentation visuelle. Oui, je peux tenter un truc. Mais je garantis pas que ça fonctionne. Extrêmement simpliste, hein? Ironisera Étienne qui n'avait rien compris, à part peut-être le concept d'aléatoire et de dangerosité. C'est pas franchement rassurant la manière dont tu formules ça. L'idée c'est de ne pas les envoyer ailleurs qu'à leur époque, et de ne pas en profiter pour faire venir d'autres machins. Franchement, on devrait peut-être les ramener au QG. Je suis moyennement d'attaque pour provoquer une catastrophe. Je pense que la décision appartient surtout à nos nouveaux amis. Dira Aurore en regardant le 1.
Eh bien, c'est-à-dire que je n'ai rien contre le fait de rentrer chez moi à mon époque. Le moujik hocha la tête, comme s'il avait compris la phrase. Ses yeux intégralement noirs, comme nimbés de fumée, il dira quelques mots dans sa langue qu'Attila traduit. Il dit qu'il est prêt à tenter l'aventure avec vous. Aurore fronça les sourcils, mais finit par se redresser. Je vais préparer le rituel. Ne faites rien de stupide en attendant. Venez. Elle fera un signe de tête au moujik qui la suivra de mauvaise grâce, laissant Étienne et Attila seuls dans la tente. Le chef de guerre poussa un soupir. Curieuse, votre femme, quand même. Peu importe l'époque, j'y comprendrai jamais rien aux donzelles dans son genre. Juste une collègue, biologiquement parlant, c'est pas une femme d'ailleurs. Elle a plus de chromosomes Y que nous. Fait remarquer laconiquement Étienne. Pas de regret alors? Vous êtes sûr de votre choix? L'homme leva un œil circonspect. Ah, d'accord. Eh bien, oui. J'avoue que je préfère mieux. C'est une époque dure et cruelle, mais au moins, je comprends ce qu'il s'y passe. Ah, je comprends. Je crois qu'à votre place, je réagirais pareil. Et puis, vous devez peut-être avoir des proches qui n'ont pas été transportés avec vous. Étienne hésitait un peu à lui dire le sort du canat de champagne. Ce type n'avait pas l'air d'un mauvais bougre, même s'il avait tendance à rançonner son prochain. Mais bon, il n'était pas sûr que ce soit une bonne idée de jouer avec le passé. Dans l'absolu, il était déjà possible qu'il change avec cette seule expérience. Peut-être que les renvoyer dans le passé allait effectivement changer le présent. C'est un bordel ces histoires temporelles. Ouais, quelle idée à la con. Franchement, encore heureux qu'on soit tombé sur vous, ça aurait pu être pire. On aurait pu se retrouver en plein Empire Rome. Ah, Un Attila chez les Romains. Je sais pas pourquoi, ça sonne assez bien. On dirait un album d'Astérix. Par contre, de vous à moi, vous devriez peut-être vous calmer un peu sur les raids et les pillages. Si votre époque est dure et cruelle, c'est parce que ses contemporains sont durs et cruels. Et vous savez ce qu'on dit. Celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Enfin, vous me comprenez. oui, je comprends. Vous savez, le 1, 2, 3, c'est pas juste pour la blague. Je compte vraiment refonder la ville, la fortifier, en faire une terre de vie et de prospérité, comme la Troie d'Homère. Vous connaissez toujours Homère à votre époque ? L'Homère de jadis? L'Homère d'alors? Je vois que l'humour francien n'a pas disparu. Je le connais que grâce à ce jeu de mots, hein. Troie existe encore, cela dit. Elle ne s'est jamais fait raser, contrairement à la fausse Troie des légendes. C'est là où nos recrues militaires sont formés, donc je dirais que c'est fortifié, plein de vie aussi. Donc vous avez réussi votre coup, je dirais. Vous devriez lire Homère, c'est un sacré auteur, je vous le conseille. J'aurais réussi mon coup, hein. Alors, je fais bien de rentrer dans ce cas. Il farfouilla dans ses affaires et tendit un livre usé à Étienne. Tenez, c'est mon exemplaire de l'Iliade. Étienne avisera l'ouvrage avec des yeux si ronds qu'ils auraient probablement pu tromper un arbitre de ping-pong. Ce bouquin valait une fortune. Il pouvait devenir millionnaire avec ça, être à l'abri du besoin toute sa vie et ne plus rien avoir à faire. Il n'avait jamais eu l'occasion d'être riche dans sa vie, et voilà qu'elle se trouvait à présent dans ses mains, littéralement. Ah vraiment, waouh, enfin, je sais pas quoi dire, c'est juste... Waouh, merci, c'est vraiment gentil, Attila. Une phrase improbable de plus de prononcer à inscrire au Panthéon, songea le vétéran, tandis qu'il avisait le précieux manuscrit dans ses mains comme s'il agrippait un nourrisson. Quelque temps plus tard, Aurore passa la tête par le pan ouvert de la yourte. C'est bon, j'ai bricolé un truc. Tant d'expertise sur le sujet, ça donne tout de suite la confiance. Dira Étienne en se redressant. On peut voir avant que ça n'explose? De toute façon, tu comprends rien à la thaumaturgie appliquée. Tu veux quand même que j'essaye de t'expliquer comme si t'étais un demeuré ou... Oh, t'as encore piqué un bouquin? Ça devient une marotte. Ah, parce que pour toi, j'ai bricolé un truc, c'était pour un public averti de professionnels? Préviens-moi si tu fais une conférence un jour, que je manque pas ça. Le vétéran ne fera pas de commentaires sur le livre, espérant sans trop savoir si ne pas en parler ferait en sorte qu'Aurore l'oublie. Non, mais je m'adapte à mon public, tu sais. C'est ma grande force. Elle loucha sur le bouquin. L'Iliade? Étienne, serais-tu en train de voler un livre? Non, moi je vole pas les livres, c'est un cadeau. Répliqua l'agent d'un ton pincé en constatant qu'Aurore n'allait pas lâcher le poisson et encore moins le noyer. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus là? À la veille d'un rituel de saut temporel bizarre, tu t'inquiètes de savoir si je vole un livre? Eh bien,
Disons que si tu comptes le garder sur toi et saboter mon grand œuvre par la même occasion, ça risque de potentiellement nous mettre en orbite. Je ne compte pas vraiment t'envoyer dans le passé, Étienne. Tu as dézingué du 1 par dizaines sans problématique avec l'idée qu'ils ne reviendraient pas dans le passé, alors que bon, ils en viennent bel et bien, et que leur absence peut avoir des conséquences, mais là qu'on m'ait offert un livre, c'est la goutte d'eau de trop. Les 42-1 morts sur la route, aucun problème de cohérence temporelle pour ton grand œuvre. Mais ce livre, c'est la destruction de l'univers, c'est ça ? Tant que tu y es, tu devrais vomir aussi le vin que t'as bu du passé, tu pourrais transporter un de tes estomacs si tu fais pas attention. Aurore fronça les sourcils. T'es vraiment con quand tu t'y mets, hein ? Bien, soit. Garde tes petits secrets. Ne m'écoute pas, fais comme tu veux. Mais si tu te retrouves à arpenter la Cambrousse dans les couloirs du temps, t'auras qu'à traverser l'Atlantique pour me retrouver. Et je prendrai un malin plaisir à te dire « Je te l'avais bien dit » tout le reste de ta misérable vie. Elle tourna les talons et partit en bougonnant quelque chose en proto-ouralien qu'Étienne ne comprit pas, mais qui sonnait curieusement comme une insulte. Le vétéran croisa les bras. C'était quoi son problème d'un coup ? Qu'est-ce qu'elle avait eu à prendre en grippe son pauvre bouquin ? D'habitude, Aurore se payait plutôt pas mal les détails techniques, et il ne croyait pas vraiment en l'importance de l'absence de ce bouquin. D'ailleurs, la paranthrope avait commencé par menacer qu'il soit mis sur orbite avant de changer son fusil d'épaule pour partir sur l'idée d'être bloqué dans le passé. Il y avait peut-être, cela dit, un réel danger, potentiellement, indépendamment des lubies d'Aurore, concéda intérieurement Étienne en avisant le livre. Mieux valait être prudent tout de même. Il alla retourner un peu de terre pour dissimuler le livre en dessous. Ainsi, il ne risquait pas de se faire aspirer, ou il ne savait trop quoi avec le livre vers le passé. Il fit cela discrètement. Aurore n'avait vraiment pas besoin de savoir qu'elle pouvait parfois avoir raison. Quelque temps plus tard, Étienne retrouva une Aurore à cran, en train de faire les 100 pas au centre d'un cercle de rituels fait de glyphes phosphorescents. À en juger par ses avant-bras, la paranthrope avait utilisé une importante quantité de son sang pour former ces étranges runes qui lui faisaient mal aux yeux rien qu'à les regarder. La paranthrope avait les yeux caves et les lèvres fendues au point de se faire des marques. Elle arpentait chaque symbole, les vérifiait encore et encore. Le moujik passa de l'un à l'autre, semblant utiliser son étrange magie pour faire de même. Putain de thaumaturgie à la con! Teinte opposée, maillage identique. Non, ça marchera jamais. Merde! Le vétéran s'inquiéta devant l'état d'Aurore. Il comprenait un peu mieux sa saute d'humeur si elle avait passé des heures à se scarifier. S'il lui demandait si elle allait bien, elle allait le pulvériser. S'il ne lui demandait rien, elle le pulvériserait, mais demain. Étienne soupira, se préparant intérieurement à se faire pourrir. Tu devrais faire une pause et reprendre demain. C'est pas la seconde, non ? Des yeux injectés de sang se tournèrent vers Étienne. Les iris azurés de la paranthrope à peine visibles parmi les vaisseaux éclatés. Le contre-coup est en train de nous rattraper, pour de vrai. Si on règle pas ça rapidement, ça va finir en involution temporelle cataclysmique. Le vétéran tressaillit, davantage à cause de la manière dont Aurore le dévisageait, plutôt qu'à cause de ses paroles. Comment tu peux savoir qu'il y a vraiment un contre-coup temporel ? Ne me dis pas que t'arrives à sentir l'espace-temps maintenant. La paranthrope souffla, se grattant la joue, visiblement épuisée et sur les nerfs. Non, évidemment que non. Mais je sens le maillage d'aspect passer de détendu à intriqué. Et je sens que ça se rapproche et que ça se rapproche vite. On est sur un dégagement d'aspect de plusieurs kilocasper, un bon millier de kilocasper. Tu sais combien de kilocasper je peux générer avec l'ensemble de mes pouvoirs, Étienne ? 2 ! Elle se mit à pleurer, poussant un rugissement de dépit qui fit tourner les têtes autour d'eux. Les uns regardaient la paranthrope, peu rassurés. Ah ! Désolé, Étienne. Merde, j'aurais dû prendre ça plus au sérieux. Le vétéran la dévisagera avec des yeux ronds. Il avait vu la paranthrope dans tous ses états, mais jamais dans celui-là. Alarmé, il viendra la prendre dans ses bras, en offrant son épaule pour qu'elle y sèche ses larmes. Hey, souffle, inspire un coup, calme-toi. Tu es épuisé, il s'est passé plein de trucs en quelques heures, t'as pas pu récupérer, c'est normal d'être à cran. Mais là, il faut que tu te calmes, parce qu'on n'en arrive à rien quand on est énervé. Tu sais quoi ? Tu vas te poser, on va faire une pause et on va réfléchir à tout ça, tranquillement, ok ? Il y a forcément une solution. Elle renifla, s'essuyant les yeux et le nez sur l'épaule d'Étienne. Elle posa ses fesses sur une caisse. J'ai faim, j'ai froid, j'ai mal aux pieds, je dois encore avoir une balle logée pas loin de mon cul qui me fait mal de chien, et pire, j'ai l'impression de pas être à la hauteur.
Elle observa les environs. Les uns s'étaient rassemblés autour du Mojik et d'Attila, visiblement nerveux, Mais non, dis pas de conneries. dira le vétéran en gardant une main sur l'épaule d'Aurore. C'est une situation complètement inédite. Sans toi, on serait dans le brouillard total. Sans toi, je les aurais déjà envoyés au QG sans me douter de rien. Tu es au-delà de ce qu'on attend de toi, Aurore. C'est juste que la situation dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il fera signe aux uns. Eh les gars, vous avez une couette et de la nourriture? On a besoin de sucre et de protéines ici. On apportera une bâche militaire rêche mais épaisse, ainsi qu'une assiette de viande de cheval baignant dans un épais bouillon à la paranthrope qui se jeta sur la nourriture. Après quelques bouchées, elle dit Merci. Il y a un truc qui m'échappe avec ce rituel à la noix. Oh, ne me dis pas qu'on va devoir chercher un autre type bourré au milieu de la forêt. Mais blague à part, c'est normal que ça t'échappe, non? C'est pas la première fois que tu fais quelque chose comme ça. C'est pas une excuse. J'ai jamais fait l'amour avec un nain, mais je vois à peu près comment ça pourrait marcher. La navrure, je me débrouille. Ouvrir un passage et me déplacer dans l'espace, ça va. Mais une altération d'aspect pareil. J'ai besoin de modifier la teinte, la hauteur et le maillage. En même temps. Et j'ai pas l'intensité nécessaire. Je suis pas assez forte. Et le Mojik non plus. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va pas attendre qu'il y ait de l'orage. On sait pas quand le contre-coup pourrait frapper. Faut qu'on prévienne le QG. Ils ont des sorciers sous la main, non? S'ils t'aident, ça peut marcher. La paranthrope posa la main sur le torse d'Étienne. Un orage. Bordel. Étienne, tu es un génie. Enfin, non, je suis un génie, mais merci. Elle se redressa d'un bond. J'ai pas envie de voir débarquer des mamelouks noirs ici, avec leurs gros sabots. Ah non, 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 non. Ce qu'il me faut, c'est un paratonnerre. Étienne lèvera un sourcil circonspect. Il ne se ferait jamais à ces changements d'humeur. Un paratonnerre? Mais y a même pas de nuages. Aurore se dirigea vers le Mojik. Hé, machin, tu saurais nous faire un temps de chien? Genre comme chez toi en été, mais pire. Le Mojik haussa les épaules. Attila traduisait en simultané. Il dit qu'il peut, mais qu'il ne voit pas trop à quoi ça servirait. Dites-lui de s'y mettre, j'ai besoin d'un temps de chiotte le pire possible et le plus rapidement possible. Aurore enfila un morceau de viande de cheval dans sa bouche, mâchonnant tout en réfléchissant. Il me faudrait quelque chose pour symboliser le voyage. Un cheval au hasard? Non, non, j'y ai pensé, mais un cheval est un animal sentient. Il pourrait influencer le rituel. Trop de variables que je maîtrise pas. Elle inspira, expira, se frottant les tempes. Réfléchis, Aurore, réfléchis. Étienne, fais du bruit de fond, s'il te plaît. Fais la maligne. Déjà, je te ferai savoir que tous les animaux sont sentients, donc pas besoin de le préciser, enfin, je crois. Sinon, je sais pas, moi, si un animal sentient c'est pas bien, tu peux prendre une roue. Une roue de carriole avec tous les petits bâtons, ça illustre bien le voyage. Après tout, une roue ça roule, c'est toujours en mouvement. Et qu'est-ce que le voyage si ce n'est que du mouvement et des trucs qui roulent? Alors que le ciel s'assombrissait de minute en minute sous les champs de gorge du Mojik, Aurore passa d'une rune à l'autre, utilisant son sang et un peu de bouillon de son repas pour corriger ses runes. Ouais, pas mal, mais ça manque de symbolique, de poésie. Je suis quelqu'un de sensible, Étienne. J'ai besoin de jolis mots, de gestes épiques, Tu vois ce que je veux dire. Bon, un cheval sentient c'est pas bien, une roue c'est pas bien, poésie, c'est bien mon truc ça. Bon, pourquoi pas un pont? Non, c'est idiot. Un nuage ça voyage, c'est constamment en mouvement, ça n'a pas de nationalité ni de frontières. Ouais non, c'est con ça aussi. Mais par contre le soleil, niveau symbolisme, tu peux pas faire au-dessus. Il fait le tour de la Terre tous les jours, il voit le monde entier en permanence, et il disparaît pas, contrairement au premier nuage venu. Toutes les nationalités du monde le connaissent, quel que soit le lieu et quelle que soit l'époque. Nos uns connaissent le même soleil que nous, les ancêtres de ces uns aussi, et nos descendants le connaîtront aussi. Il connaît tous les recoins de cette planète, quel que soit le lieu ou l'époque. Il a la même régularité, sa vie est un voyage perpétuel, il a toujours un panorama différent, il va toujours de l'avant sans jamais regarder en arrière. Franchement, c'est le meilleur symbole du voyage qui puisse exister. Le cheval aussi, mais c'est sentient. Aurore inclina la tête sur le côté, les yeux ronds. Étienne, t'as bu? Évidemment, j'ai attendu des heures dans cette tente, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Un 421? Je suis désolé, t'es ultra chiante en fait. Le cheval ça va pas, la roue ça va pas, et maintenant le soleil, l'astre suprême, même lui c'est pas assez bon pour Madame la Baronne. Là je suis démuni. J'ai sorti le soleil et c'est pas assez puissant. Tout ce qui me reste c'est une hirondelle, mais c'est aussi sentient.
Aurore se figea, un sourire aux lèvres, un sourire franc, massif, un sourire plein de dents. Attends, répète-moi ça. De quoi, l'hirondelle? Bah, c'est le plus connu des oiseaux migrateurs, quoi. Ils voyagent de pays chauds, en groupe, ils se perdent jamais, c'est un bon symbole de voyage. Mais là, je comprends pas, c'est un animal sentient, t'as dit que ça allait pas. Le voyage. L'hirondelle. L'hirondelle d'Ulysse. Elle se précipita sur Étienne et le prit dans ses bras avant de repartir en trombe. L'hirondelle d'Ulysse? Pourquoi pas l'hirondelle de saucisson? C'était sous mon nez depuis le début. Qu'est-ce que je suis conne quand je m'y mets. Hé, machin, j'ai trouvé. Putain, comment on dit en sarmate? Pose louchage mnier, doko. Et Aurore se mit à faire du Aurore, gesticulant des bras, avisant ici un symbole, là une glyphe, un peu loin un arcane. Elle finit par se placer au centre du cercle avec le moujik, les uns rassemblés autour d'elle. Elle se tourna vers Étienne. Ne fais pas de conneries pendant mon absence. Et surtout, n'ouvre pas les yeux. Avisant le résultat final d'une mine un peu perplexe, le vétéran commentera d'un ton incertain. Ton absence? Tu comptes partir avec eux? Oula, je sais pas si c'est très prudent ça. Je suis bien obligée. Je compte pas les balancer dans le temps comme ça et prier pour qu'ils arrivent au bon endroit, au bon moment. Elle expirera un long et profond soupir. Ne t'en fais pas, amore mio. Je serai de retour bien avant que tu n'aies le temps de te plaindre. Et si je reviens pas, je te laisse Tigrou. Et tu pourras rendre sa liberté à Rosé. L'air autour de la paranthrope se mit à vrombir. Étienne froncera les sourcils, se retenant de faire remarquer que si elle revenait avant qu'il ait le temps de se plaindre, il n'aurait pas le temps de faire de conneries. Je crois que tu veux dire l'inverse. Tu me laisses José et je rends sa liberté à ton tigre. Bon, dans tous les cas, peu importe, puisque tu vas revenir. Fais gaffe quand même. Dira-t-il en se reculant un peu par précaution, fermant les yeux. Étienne connaissait les histoires sur les accidents de navrure et il ne préférait pas imaginer les dangers si on y ajoutait un zeste de temporalité. Heureuse qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. La voix d'Aurore était teintée de mélancolie et d'aspect. Étienne sentit ses poils se dresser sur sa nuque. Il sentit et entendit la réalité autour de lui se mettre à hurler, alors que ses lois étaient pliées par la thaumaturge. La teinte, l'intensité, la hauteur et le maillage, chacune des facettes de la magie semblait comme autant de cordes à une harpe. Un instrument qu'Aurore se mit à actionner de ses longs ongles noirs. Derrière ses paupières closes, Étienne aperçut des reflets amarantes qui rappelaient irrésistiblement la couleur du fluide vital en train de s'écouler de la main d'Aurore au fur et à mesure de sa partition. Ailleurs, là où aucun œil ne peut rien voir et où aucune lumière ne venait mentir. Dans les ténèbres, tout n'était que pure sensation, sans filtre, sans distraction, sans retenue. Aiguë, débordante, incandescente. Et puis, plus rien. Le vétéran avait grimacé en entendant la mélopée. Outre son côté anormal qui lui donnait la chair de poule, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude croissante. Et si quelque chose foirait, et qu'Aurore se perdait vraiment, il y a des siècles. Lorsque tout fut fini, il attendit une poignée de secondes en conservant les yeux clos, n'osant pas se trouver en contact avec des résidus thaumaturgiques et voir un spectacle imprévu. Puis, lentement, le silence devenant de plus en plus insoutenable, Étienne ouvrit les yeux. « Aurore, tu es là ?» Le silence lui répondit. En ouvrant les yeux, il constata que le camp était vide. Les tentes semblaient usées, certaines à l'état de vieux draps ballottés par des éléments. Les caisses avaient moisi sur place, couvertes de lierre et de plantes sauvages. En quelques instants, la nature semblait avoir repris ses droits aux alentours. D'Aurore, aucune trace. Eh merde, bon. On se calme. A peut-être été rematérialisé plus loin, tout bêtement. Étienne constata que plus il s'éloignait du point central du rituel, moins ce dernier semblait avoir subi les affres du temps. La périphérie du campement était quasiment intacte. Le Francien se gratta la tête, aussi perplexe que vaguement angoissé. Bon, on va pas paniquer, on va attendre un peu avant de paniquer. Je vais attendre des heures, après tout, elle a peut-être juste mal calibré son retour. Elle avait dit que ce serait pas long, mais avec elle, tout est relatif. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais y faire grand-chose.
Essayant de s'occuper l'esprit pour éviter de penser à l'idée qu'Aurore ne pouvait potentiellement plus revenir et que leur dernier échange avait été à propos de son fichu tigre, il se résoudra à aller vérifier l'état du livre d'Homère qu'il avait caché, espérant s'occuper l'esprit en lisant à défaut d'autre chose. Ce dernier avait aussi subi les affres du temps, mais il était suffisamment éloigné du rituel pour être encore vaguement lisible. S'il fallait parfois décoller quelques pages pour suivre le récit, Étienne passa le temps à compulser la saga légendaire de l'Iliade en patientant. Alors qu'il parcourait les pages, un sentiment étrange lui parcourut l'échine. Alors que Paris est sur le point de rendre son jugement et de confier la pomme à Aphrodite, une autre femme était présente aux côtés d'Athéna et d'Héra. Décrite comme à la longue chevelure parsemée d'or et aux yeux plus bleus que le ciel d'été. Elle parla dans la langue des dieux que Paris ne comprit pas et dit « Étienne ?» Le Francien bondira sur le divan sur lequel il avait décidé de passer le temps. Il se frottera les yeux, regardera à gauche, puis à droite, avant de revenir à tâtons sur le livre. Non, il ne rêvait pas. « Bordel, Aurore ? Mais qu'est-ce que tu fous dans l'Iliade ?» dira-t-il en approchant le livre de sa bouche et en haussant la voix. « Tu m'entends ? Tu me vois ?» Devant les yeux d'Étienne, le texte se recomposa. Et la nouvelle venue, aux cheveux parsemés d'or à l'instar des premières lueurs du jour, ajouta « Hé, pas besoin de gueuler si près. Je te ressens, oui. Écoute-moi attentivement. » À ses côtés, Héra, sœur et épouse de Zeus, favorable aux Achéens. Aphrodite, fille de Zeus et de Dionée, favorable aux Troyens. Athéna, fille de Zeus, et le jeune et beau Paris, fils de Priam, la regardèrent, l'interpellant, l'invectivant. « Oh, vos gueules, les morues !» Utilisant la foudre de son tube d'acier à la couleur de la toison, la nouvelle venue fit éclater la rotule du beau et jeune Paris sous les regards effarés des déesses de l'Olympe. « Voilà. Tout le monde ferme son claque-merde. J'ai besoin de me concentrer. Étienne, toujours là ?» Le vétéran avisait le texte avec une perplexité angoissante croissante, se demandant ce qui était vraiment en train de se passer. L'idée qu'il devenait dingue lui traversa l'esprit, mais après toutes ces péripéties anormales, la situation n'était pas plus incongrue qu'une autre. « Toujours là, oui. Comment t'as fait pour passer d'un saut temporel à l'Iliade ? C'est un Davidson ? Si c'est le cas, tu peux contrôler l'histoire. Genre tu pourrais écrire un paragraphe qui te renvoie dans le monde réel, ou bien tu es limité à te crêper les chignons avec Aphrodite. » Aurore reprit son ton docte, alors que le récit semblait avoir du mal à suivre. « Ce n'est pas un Davidson, c'est un Hazred. Une narration comme passage. Il s'agit généralement de phénomènes ou d'entités qui se servent d'un support narratif comme un portail vers notre monde. La noosphère étant assez malléable, pour peu que l'on possède les capacités de la manipuler à sa guise, il est alors possible de créer des brèches très efficaces entre un monde et un autre. Le revers de la médaille, c'est que ces portails ne servent foncièrement qu'à faire passer des idées, des sentiments, des informations, comme le ferait tout bon livre. Une entité n'étant pas de nature narrative est incapable de traverser la narration comme le ferait un Davidson. » Elle s'interrompit, passant un bras autour de la taille d'Aphrodite, une tête sur son épaule, sous les regards offusqués des deux autres divinités. Paris, lui, continuait de gémir dans le fond en tenant ce qu'il restait de son genou. « Ce n'est pas que l'idée est désagréable, mais j'aimerais bien, ne pas être réduite à une fanfiction saphique. Faut que tu détruises le livre, Étienne. » T'es sûr de ton coup, là ? Je veux dire, t'as l'air d'être dans le livre. Si je le détruis, je risque pas de te détruire avec ? Mais non, Célé. Je ne suis pas une fiction. Je suis juste temporairement dedans. Quand les murs de la métanarration s'effondreront, je passerai à travers. Enfin, je crois. Ça devrait fonctionner comme ça. Si ça ne marche pas, sache que... Je suis pas vraiment serein, Aurore. Même si t'es temporairement dedans, t'es dedans. Si je fous le feu à une maison, les personnes dedans risquent de brûler. Bon, je vais arracher une page et tu me dis si tu ressens quelque chose de mal, ok ? Bon. Si tout va bien, je détruirai. Joignant le geste à la parole, le vétéran agrippera une page au hasard plus loin dans le livre et tirera d'un coup sec dessus. Ça lui faisait mal au cœur de vandaliser ce livre précieux et la richesse qui allait avec. Mais bon, la vie d'Aurore valait davantage qu'un bouquin. La narration autour d'Aurore se modifia et le texte raconta avec emphase comment la ville de Troie fut rasée par la main d'un dieu colérique qui l'arracha de l'existence en une nuit. Aurore siffla. « Hé, doucement, Géraudou. Tu viens de mettre fin à la guerre de Troie avant qu'elle ne commence. Tu vois, ça fonctionne.
j'ai rien. Le texte fit taire Aurore, narrant l'exode et la débâcle des Troyens après la chute de leur cité mythique. Poussant un léger soupir de soulagement, Étienne se résoudra à poursuivre son œuvre. Bon, oh putain, désolé Homer. L'épopée du cycle troyen réduit en charpie, les pages se couvrirent d'un linceul de cendres avant de s'enflammer d'un feu aussi bleu que les yeux d'Aurore. Un flash de lumière aveugla Étienne quelques instants, et une seconde plus tard, quand la lumière se dissipa, c'est bien sa binôme, Antauge, avec une couronne de laurier sur la tête, qui apparut au cœur du terroir champenois. Aurore, abandonnant le brillant Titonos, se lève de son lit pour porter la lumière aux hommes comme aux dieux. Elle insuffle au cœur de tous les Achéens une puissante ardeur qui les fera lutter et batailler sans trêve. Et combattre pour eux a soudain plus d'attrait que rentrer au pays à bord de leur nef creuse. Elle trébucha en mettant le pied dans une ornière. « Ah, mais ta mère la poulpe là !» C'est incrédule qu'Étienne vit Aurore réapparaître. Les flammes avaient laissé peu d'espoir quant à la survie du texte d'Homère. Et quoiqu'elle était dans un accoutrement ridicule, Aurore était en vie et à la bonne époque. Le vétéran en ressentit un grand soulagement. Assez pour que, couplé à la fatigue de toute cette histoire, il accourut lui offrir une étreinte apaisée. Bon sang, t'es ridicule comme ça. Ça va? Comment ça s'est passé? Aurore lui rendit son étreinte, grelottant. « C'est bon, ils sont rentrés chez eux. À quelques semaines près. J'ai pas pu faire mieux. Pour le reste, c'était un peu comme si j'avais fumé de la sauge à proximité d'un synthoniseur quantique. J'ai un peu la tête qui tourne. » Tu devrais t'asseoir. Certains poufs sont encore utilisables, la plupart des objets ont pris un coup de vieux quand vous avez disparu. Comment tu as fait pour rentrer? De cette manière-là, je veux dire. Il y a eu un couac? Un peu, ouais. Je me suis paumée sur le retour, j'ai essayé de retrouver une encre. Pas moyen. J'ai fini par chialer comme une ado qu'on vient de larguer avant de me rappeler que je pouvais essayer de te retrouver via la noosphère. Heureusement qu'Aurore est un personnage de l'Iliade, c'est moi qui te le dis. Le vétéran opinera vaguement. Il ne se représentait pas vraiment le chemin de retour d'un voyage temporel. Il imaginait une espèce d'espace noir, comme une nuit sans étoiles. Rien de très encourageant. Mais ça fait de toi la première voyageuse temporelle de l'histoire. Enfin, il l'espérait. Ça n'avait été étrangement pas si compliqué que ça de voyager dans le temps. Si Aurore et un Sarmatz bourré pouvaient le faire, des groupuscules plus organisés pouvaient avoir plus de réussite. T'as pu voir le passé un peu? C'était comment, avant? La première, sûrement pas. La plus sexy, assurément. Comment c'était? Étienne, je te rappelle que j'ai 110 balais. J'ai connu cette époque et c'était... aussi pourri qu'à l'époque. Et aussi boueux. Foutu sandale à la con. Mais c'est horrible s'il y a d'autres voyageurs temporels. Ça veut dire que le passé peut changer n'importe quand. Et donc le présent aussi. Si ça se trouve, il a changé 10 fois pendant qu'on parlait et on s'en rendait même pas compte. Techniquement, oui. Sauf que le contre-coup est tellement puissant que les changements massifs entraînent souvent l'oblitération de ceux qui tentent de le faire. Là, je fais la mariole, mais c'est simplement parce que j'ai remis ces gens à leur époque en profitant du maillage, en réparant les chevaux du temps. J'aurais bougé une chaise. Bordel, tu m'aurais retrouvé en chipolata. Elle grelotta à nouveau. Dis, tu me files ton manteau? J'ai les Michalères sous ce drap, moi. Étienne tendra ce dernier sans hésitation. C'était autant par prévenance que par souci de bon goût. Je vais nous faire du feu. Faut que tu reprennes des forces avant qu'on reparte. Va t'installer, on a le camp pour nous tout seuls. Quelque temps plus tard, devant un feu crépitant. Eh ça, c'était une sacrée aventure. Dira Aurore en faisant griller une saucisse au-dessus du feu. Ouais, j'ai horreur des histoires temporelles. J'espère que c'est la dernière qu'on aura à gérer. Il se sentait fatigué et assez las en repensant au livre d'Homère qui avait fini évaporé. Aurore mâchonna son repas d'un air épuisé. Ouais, c'est toujours une vraie plaie. Et ça finit toujours en boudin. Sauf bien entendu dans ce fabuleux film qu'est Les policiers du temps. Tu l'as vu? C'est un film où... Non, t'as raison. Laisse tomber. Toujours une vraie plaie? J'avais oublié que t'étais une experte du voyage temporel. Oula, attends, tu l'es? La paranthrope crispa ses dents sur la saucisse, mâchant lentement avant de répondre. Je... Le dis pas à Beaumont, hein. Ou à personne d'autre, d'accord? Je ne suis pas une experte. Personne ne l'est vraiment dans ce domaine.
Tu te souviens l'histoire de ma capture quand j'étais gamine? Le roi écarlate, tout ça. À cette époque, je servais de cobaye à Nyarlathotep Esoterica. Ces malades mentaux voulaient ouvrir une faille de navrure pour remonter avant la chute et empêcher le cataclysme. Étienne ne saisissait pas les difficiles implications d'être un cobaye pour des sorciers voulant remonter le temps, mais quelque chose lui disait que c'était loin d'être agréable. Oh, désolé de l'apprendre. J'en parlerai à personne si tu le souhaites, mais pourquoi le cacher à Beaumont? T'as peur qu'elle fasse des expériences sur toi? Je suis une carciste paranthrope et une thaumaturge de renom. Beaumont est une carriériste. Si elle peut me sacrifier pour créer une réalité où la Francie domine le monde grâce à elle, elle le fera. Je crois pas que tu risques quelque chose comme ça. Déjà, tu l'as dit toi-même que le contre-coup te pulvériserait. De fait, t'aurais aucune raison d'obéir. On pourrait pas te menacer de t'envoyer te suicider. Ensuite, elle aurait aucun contrôle sur ce que tu ferais dans le passé. Imagine qu'elle veuille que tu fasses quelque chose pour rendre la Francie prédominante. Eh bien, rien ne garantit que tu le feras, puisque tu seras seul là-bas. Tu pourrais même tuer ses parents dans l'absolu, et elle serait incapable de t'en empêcher. Tu pourrais même aussi rester dans le passé et ne rien faire du tout, et là tu serais hors d'atteinte. Et puis surtout, même si tu réussissais, elle ne le saurait pas. Elle oublierait elle-même qu'elle en est responsable. Si tu changes le passé, tu changes le présent, et donc elle te rencontrerait jamais. Donc elle gagnerait rien en tant que carriériste. Elle peut t'envoyer espionner par contre. Et ça me paraît hasardeux et dangereux d'envoyer une paranthrope dans le temps pour avoir des informations sur des choses qui se sont déjà produites. Non, si ça peut te rassurer, je pense pas que t'auras un grand avenir de voyageuse temporelle. Elle hocha la tête, un peu plus sombre. C'est pour ça que c'est toujours con, ces histoires de voyage temporel. C'est généralement un assez bon indicateur d'une histoire de merde, si tu veux mon avis. Dès qu'il y a du voyage temporel dans l'air, il y a des incohérences. Sauf quand ça va vers le futur. Là, c'est généralement plus de la science-fiction ou de la dystopie, et le voyage temporel sert juste de prétexte de moyen de transport. Bon, comme dans la machine à voyager dans le temps d'ailleurs. Ça marche parce que le mec va dans le futur. Tu peux le faire aussi, ça, aller dans le futur. Non, personne n'a jamais réussi. Trop d'embranchements possibles, même localement. J'avais une copine, une magicienne bien plus forte que moi, qui était capable de rentrer dans une pièce et de remonter le temps localement sur quelques secondes pour revivre une scène et la changer légèrement. Un cauchemar d'être en couple avec elle. Elle a un jour essayé de se projeter vers ses futurs proches. Aurore jeta sa saucisse dans le feu, qui éclata en quelques instants. Ah, désolé de l'apprendre. Tu sais quoi, on devrait oublier les voyages dans le temps. On dira à Beaumont que le Sarmat a réussi le rituel tout seul comme un grand et que tu n'y as pas participé. Elle hocha la tête, se leva et vient s'asseoir à côté d'Étienne, posant sa tête sur son épaule. Ouais, on va dire ça, s'il te plaît. Bon, tu me ramènes? Je commence à en avoir marre de la champagne. Étienne s'étira en poussant un grognement fatigué. La mission avait été longue et éprouvante, plus que ce qu'il l'aurait imaginé, et aussi bien physiquement que mentalement. Se dire qu'Attila était 6 pieds sous terre alors qu'il lui avait parlé il y a quelques heures avait quelque chose de mélancolique. Le bougre, quoique pillard et rançonneur, n'était pas foncièrement méchant, et la perte du livre d'Homère avait passablement démoralisé le vétéran qui avait rêvé pendant quelques heures à une autre vie, avant de se résigner à rester un éternel pion sur l'échiquier de la Légion étrange. En revanche, les pouvoirs d'Aurore le laissaient perplexe. Elle s'en était forcément déjà servie. Ce n'était pas la première fois qu'elle se lançait là-dedans. Sans doute n'avait-elle fait qu'observer le passé sans interférer. Alors, il se demandait si elle avait cherché à revoir ses proches de cette manière-là. Après tout, elle avait perdu sa famille, et vu ses penchants émotionnels, cela ne l'aurait pas étonné qu'elle ait pris le risque de voyager ne serait-ce que pour les voir. Cela soulevait aussi d'autres questions. De quoi était-elle réellement capable ? Si elle pouvait aller jusque-là. Si elle avait caché ses pouvoirs, elle pouvait en cacher d'autres. On pouvait imaginer tout et n'importe quoi. Et Étienne n'aimait pas l'idée que des individus puissent être capables de n'importe quoi. Il se dira donc de faire preuve de plus de vigilance à l'égard d'Aurore. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, après tout.